retour sur le plateau du Média. Merci d'être restés avec nous et bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis comme la semaine dernière en compagnie de Judicaël Perrault, réalisatrice de Père sans repère, qui est revenue pour ces épisodes 3, 4 et 5. Bonsoir Judicaël. Donc là, vous venez de regarder les 3 épisodes et après les confidences sur ce qu'ont été d'être un fils puis un père, si on peut résumer comme ça, on rentre là un petit peu plus dans l'auto-analyse de ces schémas de masculinité toxique qui sont reproduits. Oui, alors l'épisode 3 commence vraiment sur la question de l'instinct maternel, qui est vraiment une arnaque, qui est quelque chose qui a permis aussi de justifier la construction genrée des familles et la division genrée des tâches. Et puis, vraiment, l'idée, c'est ils s'interrogent beaucoup sur leur place de père. Ils se rendent compte de manière assez brutale, pour certains, le jour de l'accouchement, qu'en fait, ils vont devoir vraiment participer, prendre leur rôle, que leur conjointe ne sait pas forcément plus qu'est-ce qui se passe. Puis après, il y a la question du retour au travail qui est vraiment compliquée. Oui, parce que ça commence, c'est vrai que l'épisode 3, oui, c'est ça, c'est accompagnement en tant qu'homme dans la grossesse de ça, un peu spectateur, de ça ou son compagnon. Pas trop à trouver, Et ensuite, c'est effectivement la petite enfance, le postpartum. Donc le postpartum, pour ceux qui connaîtraient pas le terme, c'est vraiment juste après la grossesse. C'est les quelques semaines qui suivent la grossesse, l'accouchement, pardon. Et ensuite la petite enfance. Et comment en fait ils se débattent tous, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé pour la maternité, c'est la question de la matrescence. Comment en fait devenir mère va venir chambouler ta psychologie, tes émotions, ton identité même de femme. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les pères. En fait, il n'y a pas de raison. Et ça, c'est intéressant. Je trouve qu'ils en parlent bien de ce truc de... on ne sait plus où on habite, en fait. Et ça peut être très dur. Bah oui, parce que c'est ça, en fait, quelque part, à travers ce sujet-là, il y a quand même un petit retour sur les 2 premiers épisodes, surtout sur le numéro 2, où effectivement, on repart sur quand même des questionnements. Là, on repart plus sur des questionnements genre être père, mais sur je vais être père. Et comment je fais, et qu'est-ce que je mets en place, et quelles sont les choses que je suis obligée d'accepter pour vraiment prendre la place, et comment je deal entre ça et la société. Parce qu'on sent vraiment les injonctions et les pressions externes de retourne à ta place. Et ta place, c'est pas auprès de ton enfant. En tant qu'homme, ta place, c'est au travail. Et si tu prends ta place auprès de ton enfant, c'est bizarre. On sent ce combat-là et cette lutte qu'ils ont avec le reste du monde, finalement. Mais en fait, après, En fait, ce qui est intéressant dans cette série, et à partir de... j'ai presque envie de dire, vraiment à partir de l'épisode 3, on rentre vraiment dans la cassure de certains tabous. Et là, par exemple, sur la deuxième partie de l'épisode 3, où on parle justement de la petite enfance et des congés paternité, là, déjà, on casse un premier tabou, celui de prendre son congé paternité, et même parfois de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour s'occuper de son enfant. On sent que c'est vraiment des choix qu'ils font, et ça, c'est un truc dont on parle peu, qui est que, en fait, si tu décides d'être père, peut-être assure-toi que tu as vraiment envie d'être père avant. Ce truc de, est-ce que tu veux être père parce que c'est l'escalateur de la vie, ou parce que c'est l'injonction, c'est la convention sociale acceptée, il faut faire des enfants. Il faut faire des enfants. Pourquoi ? En fait, faire des enfants, ça implique tellement de choses, de responsabilités, de bouleversements au quotidien, de même psychologique, émotionnel. C'est tellement énorme, en fait, que peut-être, est-ce que tu veux pas réorganiser ta vie autour de ça, c'est-à-dire peut-être passer moins de temps au travail. Est-ce que tu as vraiment envie que ce soit ta compagne qui gère tout ? En fait, c'est ces questions-là qui se sont posées peut-être de manière un peu brutale, puisqu'ils ne l'avaient pas tous anticipé. Mais là, on voit vraiment des pères qui décident d'être pères. C'est-à-dire qu'ils changent de carrière, ils réaménagent leurs horaires, ils acceptent de gagner un petit peu moins d'argent. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est Samuel qui en parle. C'est d'accepter aussi... Samuel, c'est celui qui a arrêté ses études de médecine pour être père au foyer. C'est d'accepter d'avoir une activité en tant qu'homme qui n'est pas valorisée aux yeux de la société. Parce que être médecin, c'est quand même
la classe. Par contre, être père au foyer, normalement, c'est un truc de femme déjà. Ah oui, complètement. Et puis, déjà, c'est pas rémunéré. Donc, tu travailles à l'infini, parce que la poussière, c'est à l'infini. Il le dit d'ailleurs, le linge, ça s'arrête jamais. Mais ça, c'est Simone de Beauvoir, quoi. C'est le travail reproductif des tâches. Ça s'arrête jamais. C'est pas payé, c'est pas valorisé. C'est un truc de nana. Donc, pourquoi tu fais ça ? Et en fait, ils font ce choix parce qu'ils ont envie d'être auprès de leur enfant. Parce qu'ils ont envie de prendre leur place. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, justement dans la réflexion du personnage dont on est en train de parler, c'est qu'en fait, il se pose même pas la question, en fait, c'est charge mentale, il faut la répartir, machin. Il a juste envie de passer du temps avec son enfant, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis il se dit, c'est moins valorisé, mais ça me fait moins souffrir. En fait, c'est ça. Quels vont être mes regrets plus tard ? Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait des dîners mondains ou de ne pas avoir gagné plein de sous, ou est-ce que je vais regretter de ne pas connaître mon enfant ? Et en fait, ils font ce choix en pleine conscience en fait, ce qui est important là, c'est d'aimer mon enfant. Et moi, je trouve ça chouette de l'entendre, en fait. Et c'est des questions qu'on ne se pose pas, dont on parle peu, je trouve. Ouais, c'est clair. En fait, avec tout ça, moi, j'ai l'impression que le film, au final, c'est moins un film sur la paternité qu'un film sur la masculinité, en fait. Ouais. Ouais, c'était vraiment l'envie de base. En fait, c'est un film sur la masculinité avec l'angle de la paternité et pas l'inverse. Et c'était trop. En fait, moi, je trouve que les émotions et l'empathie, ça peut être révolutionnaire dans le sens où c'est quelque chose qu'on tait depuis toujours, qu'on ignore, surtout les hommes. Et c'est aussi ce qui fait qu'on est des animaux sociaux et qu'on est capable de connecter aux autres et de vivre en société et même de survivre. En fait, les émotions, elles ont une fonction de survie. Et ça, on en parle dans l'épisode 4 avec Samuel et Nathan. Et Nathan l'explique super bien. La peur, ça t'aide à te protéger du monde. Donc, à partir du moment où tu reconnais pas la peur, tu peux pas te protéger bien. Ou si toutes tes émotions, tu les exprimes en tapant dans un mur ou en faisant peur aux autres, parce que tu es un homme et que tu es dominant, et ben, tu vas pas réussir à connecter bien aux autres et peut-être que tu vas faire un burn-out à 50 ans. Et donc, moi, j'avais envie de faire ce documentaire-là pour dire que c'était pas une fatalité d'être enfermé dans cette masculinité toxique qui fait qu'on ne peut pas connecter avec ses émotions avec les autres. Et encore une fois, dans l'épisode 4, on voit très bien que ça c'est pas pérenne comme moyen de communication avec les autres, parce que en fait, on se rend compte que certains des parents qui sont... En fait, ça transparaît pas sur les premiers épisodes. Finalement, ça marche bien comme une série parce que certains personnages de leur vie présente se dévoilent au fur et à mesure de leur témoignage. Et c'est vers l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, que par exemple, on apprend qu'un des parents est séparé de sa maman. Oui. Et qu'effectivement, tout ça sont les conséquences des comportements qu'il a eus avant. Il y a surtout dans l'épisode 4, on comprend qu'il y en a 2 au moins qui ont fait une grosse dépression. Et que c'est ça qui leur a permis de comprendre ce qui leur est arrivé et que en fait ils ne pouvaient plus. C'est Benoît qui dit j'étais dans ma bulle de colère et ça c'était plus possible, quoi. Bon, après, vu ce qu'il a vécu, on comprend, mais en fait de comprendre que si on reste dans cette colère ou dans cette violence qui est dont on nous fait croire qu'elle est masculine et qu'elle fait partie de la masculinité, et ben on va droit dans le mur. Soit vers la dépression, soit vers la séparation, soit on s'éloigne on connecte pas avec ses enfants. Enfin, en fait, c'est pas très agréable de vivre son humanité de cette manière et c'est ce qu'il nous montre. Et c'est pas une fatalité. C'est comme ce que dit l'autre papa quand il raconte les interactions qu'il a avec son fils en lui disant papa peut pas se lever aujourd'hui, genre. Ouais, là, ça c'est comment expliquer la dépression à son enfant. Ça a été dur. Pour lui. Alors, au-delà de la question justement de la masculinité toxique, tu questionnes aussi les différentes formes de masculinité qui existent et qui... en fait, tu cherches à les montrer, en fait, tout simplement, et à montrer qu'elles existent. Et là, on repart justement sur les questions de parentalité, et évidemment, tu mets en scène des couples homoparentaux et transparentaux. Ouais, ça c'était hyper important pour nous quand on a fait le casting, entre guillemets, d'avoir des profils variés et d'être un peu représentatif de la société française, même si c'est impossible d'être parfaitement exhaustif, mais en fait de montrer que
Le schéma dont on parlait la semaine dernière dans les épisodes 1 et 2, qui est genre le père qui va avec la cravate et la mallette qui va au bureau et la mère avec le petit tablier à fleurs qui fait les poussières toute la journée, ce schéma-là n'existe plus. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveau schéma dans notre société actuelle, qui est plus progressiste, en tout cas, on lutte pour... on va avoir des familles queer, on va avoir des papas trans, on va avoir des pères gays qui ont fait une GPA ou pas. Enfin, en fait, les schémas familiaux changent. On aurait pu parler de... Ils changent, ils se diversifient, ils se complexifient. On aurait pu parler de coparentalité aussi, peut-être qu'un jour on aura des enfants qui auront quatre parents, reconnus aux yeux de la société par la justice. En fait, les schémas éclatent. On sait que la famille nucléaire traditionnelle, ce n'est pas la majorité des familles. Il y a énormément de familles monoparentales, de familles recomposées. Tout est en train de changer. Il faut maintenant s'intéresser aux gens, à leurs besoins, à leur vécu aussi, et essayer de se saisir de ces questions-là de manière sociale et politique. Il n'y a pas qu'un couple gay n'ait pas les mêmes droits qu'un couple hétéro. En fait, c'est pas possible, ça. Au niveau de la construction de l'enfant, il a besoin de ses parents au début de sa vie, le bébé. Ouais. Si les deux pères se retrouvent à prendre que des congés paternité de 3 semaines, l'enfant va avoir une carence parce qu'il y a besoin d'un lien d'attachement dès le début. Et c'est pas juste pour cet enfant qu'il n'ait pas ses parents au début de sa vie. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que pour ces parents-là, donc c'est-à-dire les homoparents et les transparents, c'est un petit peu la double peine, parce qu'ils ont déjà eux aussi leur vécu, leur trauma, etc. Et ils doivent aussi combattre l'homophobie, la transphobie et tous les clichés et préjugés qui sont dirigés à leur endroit et à leur statut complètement qu'ils considèrent non légitime de parents. Ouais, complètement. C'est ce que Gabrielle Richard, la sociologue, appelle l'injonction à la perfection qui pèse sur les familles queer. C'est vraiment... Et Julien en parle. Il sent dans le... Que dans le restaurant, quand son enfant fait du bruit, il sent les regards et il sent... Et en plus, quand on voit l'état de l'Europe et des États-Unis, on comprend parce que ces droits-là, déjà, ils ne sont pas acquis. Ils continuent les militants LGBT+, de se battre pour avoir plus de droits familiaux. Et en plus, ils peuvent être retirés. La PMA, ça fait pas longtemps qu'elle est légale en France. On voit en Italie que les mères sur les... Comment ça s'appelle les décrets familiaux, les livrets de naissance. On voit que les mères qui n'ont pas porté l'enfant sont retirées, donc elles perdent leurs droits parentaux, alors que c'était un droit qui avait été acquis. Tous ceux qui ont eu recours à la PMA ou les couples homoparentaux. Mais en fait, on peut perdre ces droits-là. On le sait quand on est féministe que tous les droits pour lesquels on s'est battu récemment ne sont pas acquis. Les droits sociaux, on voit le droit du travail. On peut très bien repartir en arrière. Oui, on le sait. On voit que tout n'est pas acquis. Donc, tout ce qui a été acquis n'est pas gravé dans le marbre. Oui, on le sait très bien. Ça peut être des acquis. On le sait très bien qu'il faut être vigilant. Et donc, on ne peut qu'imaginer ce que c'est quand on est parent queer, d'avoir peur de perdre ses droits, d'avoir peur pour son enfant, d'avoir peur pour sa famille. C'est terrible, quoi. Sans parler des regards, des micro-agressions au quotidien qui sont épuisantes, en fait, et qui jouent forcément sur la parentalité. Alors, l'autre sujet sous-jacent aussi dans cette série, on parlait tout à l'heure des tabous. Il y en a un autre, et c'est peut-être le plus important, surtout quand on voit l'histoire le temps long qu'il y a sur ce tabou-là, c'est celui des émotions. Ouais. En fait, plus précisément l'expression des émotions. Ouais. Dans ce film, on a des hommes qui expriment leurs émotions, qui se confient sur leurs émotions. Et ça, déjà... Ça fait du bien. Ça fait du bien, et on se dit... Là, on est vraiment sur une grosse barrière qui est brisée, parce que d'histoire, un homme, ça doit pas confier ses émotions, ça doit pas pleurer, bref. Là, on est vraiment sur de l'expression émotionnelle pure. Ouais. Et la seule émotion qu'on laisse aux hommes, entre guillemets, c'est la colère. Oui, voilà, parce que ça fait viril. Ça, c'est viril, et ça, c'est... Mais le problème, c'est que du coup, toutes les émotions qui sont hyper riches et qu'ils ressentent forcément sont exprimées par la colère. Même la peur, même l'inquiétude, le doute, etc. Et là, on a des hommes qui acceptent de renouer avec cette part-là de
de leur humanité qui est complexe, qui est difficile, et de faire le travail nécessaire pour connecter à ces émotions-là et pour les exprimer de manière saine. Parce que, effectivement, comment on peut éduquer un enfant avec bienveillance à exprimer ses émotions d'une manière qui est non violente pour la société, quand soi-même, on ne sait pas faire. Et ça, c'est dur. Je pense que ça se voit dans le documentaire, que ça a été dur pour eux de prendre conscience de ça. Complètement. Dans l'épisode 4, on voit que tu ne mets aucun détail sur le chemin parcouru. Là encore, comme je disais, comme on en a parlé vaguement, rapidement dans le premier épisode, tu arrives à leur tirer beaucoup de confidences. Et donc là, ils te racontent beaucoup de choses sur tout le chemin qu'ils ont parcouru pour se libérer de leur trauma, et aussi sur toutes les difficultés qu'ils avaient à jongler entre l'enfant, les injonctions à être un parent parfait, etc. Ouais, ça c'était important pour nous de ne pas tomber dans le truc inverse de t'as pas le droit d'être violent, mais t'as pas le droit d'être humain non plus, quoi. Oui, c'est ça. En gros, c'est ok d'avoir des failles, c'est ok de perdre patience. En fait, si ça fait 6 mois que t'as pas dormi, c'est normal que tu exploses. Et en fait, je trouve qu'ils sont hyper bienveillants eux-mêmes dans leur démarche de dire, mais en fait, je ne sais pas. Voilà mon chemin personnel, mais j'ai encore beaucoup de travail et je pense que c'est notre chemin à tous et toutes en tant qu'humains. J'ai l'impression de dire des grosses banalités, mais il n'y a pas de réponse. C'est vraiment une déconstruction permanente. En fait, c'est surtout moi, j'interprète quand même ça aussi, c'est surtout la déconstruction d'un système. Comme on disait au premier épisode, en fait, les hommes aussi sont plus ou moins victimes. Ces hommes ont été des enfants. Et en tant qu'enfants, ils ont été victimes de la domination des adultes, mais des adultes hommes. Et donc de cette masculinité toxique. Complètement. Cette masculinité et les schémas coercitifs qu'elle implique, tout le monde l'a subi. Oui, bien sûr. Et tout le monde doit faire avec, et tout le monde doit après se déconstruire de ça. Oui, et ça, c'est un truc que les féministes disent depuis super longtemps. C'est que, en fait, la structure patriarcale, même si elle bénéficie aux hommes, puisqu'il y a le privilège masculin, et que c'est les hommes qui exercent cette violence-là sur les femmes ou sur les enfants, même si elle bénéficie aux hommes, elle reste structurelle. En fait, on est tous et toutes modelés par cet imaginaire. On est tous écrasés par ce système d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et du point de vue des hommes, c'est sur l'expression des émotions. Et c'est pour ça aussi que tu m'avais posé la question sur le côté espoir et sur l'importance des émotions. C'est pour ça que renouer avec sa capacité d'empathie, c'est un sujet politique. Parce qu'à partir du moment où on connecte avec son empathie, on va peut-être mieux comprendre pourquoi les classes populaires luttent, pourquoi c'est peut-être bien d'arrêter d'être raciste. En fait, on va mieux connecter avec les autres êtres humains qui font société et peut-être qu'on pourra faire meilleure société. C'est un peu bisounours, mais c'est l'idée. On a besoin de comprendre. Ça fait peut-être bisounours, mais c'est l'enjeu au bout d'un moment de faire société. C'est l'enjeu. Enfin, je sais pas, l'administrateur de la cité, oui. Je veux dire, c'est censé être son but de réussir à faire que sa population... les gens qui administrent fassent société. Ouais, et aillent mieux, quoi. Et c'est quand même le but de la politique, de manière générale, c'est de faire collectif et de tendre vers le meilleur. À la base, c'est ça le but de l'organisation sociale. Et je pense que ça passe par l'empathie. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu donner la parole aux hommes. C'était pour montrer à ceux qui se sentent démunis ou qui ne se sentent pas forcément concernés ou qui n'ont pas envie vraiment, qui ne voient pas l'intérêt de se remettre en question, de faire tout ce travail-là qui est compliqué, pour leur montrer qu'en fait, si, déjà, ça va être mieux pour tout le monde. Si tu cesses d'être violent, et ça va être mieux pour toi aussi parce que en fait tu vas mieux te sentir et tu vas être un meilleur père, être un meilleur mari, être un meilleur frère, être un meilleur pote, être un meilleur citoyen en fait, et c'est un problème social. Et c'est comme ça que se termine la série. Après justement on a ce motif d'espoir finalement l'épisode 5 où là c'est on va dire les pères aujourd'hui, comment ils vont éduquer leurs enfants, sous quel nouveau schéma, et ça permet aussi d'ouvrir un petit peu sur quels parents ces enfants qui sont éduqués aujourd'hui seront
dans 20, 25 ans. On ne sait pas à quel âge, je sais pas quel âge on Non, mais on peut rêver aussi. On peut se dire qu'il y aura plus de genre, Enfin, en fait, c'est toujours tendre vers un idéal. On ne dit pas que ça va être facile, on ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, sur la question de l'éducation genrée, moi, je les ai trouvés vraiment chouettes parce qu'ils ont été hyper honnêtes. Ils n'ont pas fait les mecs. Moi, j'éduque ma fille et mon fils de la même manière. Ils ont dit, je sais que c'est compliqué. Je doute des fois, encore. On fait des choses automatiquement. On fait pas exprès en fait parce que c'est et puis en plus, des fois, il y a des choses qui tiennent pas des parents. Ça vient de l'école aussi. Si je peux me permettre, par exemple, en tant que journaliste, de donner quand même mon expérience professionnelle, j'ai un petit garçon. Des fois, il va à la crèche aussi. Oui. Donc il est aussi. Tu peux pas tout contrôler. Il a les autres petits garçons qui jouent, qui sont peut-être pas aussi, dont les parents sont peut-être plus pointilleux sur le fait qu'ils aient des jouets de garçons. Et ça peut peut-être aussi l'influencer. Du coup, ça lui donne envie de jouer aux voitures. Après, ton enfant il veut des voitures, tu l'achètes des voitures. Tu vas pas lui dire non, je veux pas que tu aies de voiture parce que je veux pas que tu sois genré. Enfin, c'est très compliqué de jongler avec tout ça. Oui, t'es imparfait. Et puis en plus, t'as d'autres problèmes. T'as la vie quotidienne, le travail. Et en fait, la réponse, elle est finalement bien donnée, notamment par le papa gay, je me rappelle plus son nom. Julien. C'est qu'à un moment donné, en fait, il dit pas que l'éducation est non genrée. Il dit juste qu'en fait, l'enfant, il fait ce qu'il veut, quoi. Oui. Genre s'il a envie de jouer à la dinette, et d'ailleurs les autres papas disent plus ou moins la même chose. En fait c'est ça le truc, c'est la liberté en fait. C'est qu'un enfant c'est un être déjà qui commence à être mu de volonté, d'envie, de choses. T'as envie de jouer à la poupée, va jouer à la poupée. Et ça rejoint Et si t'as une petite fille, t'as envie de jouer avec des Power Rangers ou des figurines Dragon Ball Z, va jouer à des figurines Dragon Ball Z. Enfin, ça rejoint aussi ce que Gilles dit dans l'épisode 1, c'est qu'au bout d'un moment, t'es obligé de lâcher le contrôle. Et ça, ce qui doit être compliqué aussi, c'est quand ta petite fille veut se déguiser en princesse. Et là, tu dois être obligé de... Bon, vas-y. En fait, et puis si demain, t'as envie de te déguiser en Spider-Man, déguise-toi en Spider-Man. Ouais. C'est la question aussi de la transmission qui est nature, culture, d'où ça vient, l'environnement, les copains, la maîtresse, le maître. Voilà, il y a plein de facteurs. On ne peut pas tout contrôler et il faut juste, d'après ce qu'ils nous disent, essayer de se détendre un peu. Les enfants sont jamais unidimensionnels, même malgré les Ils ont leur personnalité. Un enfant, il peut avoir une voiture, puis à côté, il peut avoir un petit doudou, un petit chat rose comme doudou. Voilà. Et c'est un petit garçon. Et c'est OK. Et ça va bien se passer. Et voilà, tout va bien se passer. N'est-ce pas? Non, mais en fait, finalement, là, on le dit de façon très légère, mais en fait, pour revenir un petit peu à la question sérieusement, c'est que il n'y a pas que la question. On oublie que à côté après le processus de déconstruction, il y a celui de la reconstruction, ou voire même, on pourrait peut-être dire, de nouvelles constructions sociales. C'est-à-dire que, malheureusement, l'être humain sédentarisé, il fonctionne peut-être aussi en fonction de certaines normes qu'on lui inculque. Oui. Il faut, il y en a certaines qui sont OK. En fait, que l'enfant puisse jouer avec n'importe quel jouet, peu importe, ça doit devenir une nouvelle norme. Enfin, est-ce que finalement, il n'y a pas bien sûr. Cette réflexion-là, sous-jacente, qui vient derrière? Complètement, ça rejoint la question de la bienveillance, de l'empathie, de l'ouverture aux autres aussi. Je pense que la morale de l'histoire, c'est quand même posez-vous la question de quelle valeur vous avez envie de transmettre à vos enfants, quoi. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est de ne pas faire trop de bruit et de bien rentrer dans le moule? Ou est-ce que ce qui est important pour vous, c'est que votre enfant il soit en confiance, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse être lui-même sans écraser les autres? Ouais. En finir aussi, évidemment, avec... on en parlait, je vais encore rementionner Réinventer l'enfance et F. Simonet, on en parlait il y a quelques semaines, c'est arrêter avec cette idée de... En fait, l'enfant, il doit être sage et se taire. Ouais. L'enfant, il peut être aussi un enfant qui s'exprime, laissez-les s'exprimer, quoi. Ouais. C'est ce que Samuel le dit, là, avec l'histoire du bloc de granit. En fait, vous n'êtes pas là pour modeler votre enfant, vous êtes là pour l'aider à grandir en sécurité. Ouais. Merci Julie Kael pour ces deux passionnants entretiens sur donc ta série Père sans repère, que je vous invite à aller sur la plateforme On Suzanne, à vous inscrire sur cette plateforme et à aller regarder, revoir si ce film vraiment vous l'avez si cette série bon sang vous l'avez vraiment beaucoup aimé, que vous voulez la revoir, allez, je vous invite vraiment à aller vous inscrire sur la plateforme On Suzanne. Il y a les entretiens en intégralité. Et il y a des entretiens en intégralité. Comme ça, vous aurez du petit plus. Ouais. Un petit plus. Non, mais franchement, j'invite vraiment les gens à aller sur cette plateforme. Vous abordez tous les thèmes
lesbianisme, postpartum, grossesse, même les seins, enfin le cancer du sein, etc. Bénissez nos seins, ouais. Voilà, les règles. Oui. Vous abordez vraiment tous les sujets avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de sérieux et de façon vraiment très intelligente, en maniant très habilement les concepts de la sociologie, de la psychologie, de tout ce que les sciences sociales nous ont, tout ce dont les sciences sociales nous ont nourri sur ces questions. Donc voilà, vraiment, je vous invite. Merci beaucoup. Allez sur la plateforme Suzanne. Et je dis pas ça parce qu'on est en partenariat, on a une petite collab informelle et que du coup on diffuse leurs films et leurs séries tous les mois. C'est vraiment sincère. Et peut-être d'ailleurs, peut-être que tu es sur des projets de futures séries ou futurs longs métrages. Tu as peut-être envie de nous teaser ça ? Carrément, avec plaisir. Là, on sort à partir de ce vendredi, qui est la Saint-Valentin. On sort une série d'entretiens avec des expertes autour de la question de relationner. Ça s'appelle Relationner, prendre soin. Donc, comment finalement faire couple, faire famille, comment relationner entre nous de manière bienveillante. On parle de polyamour, on parle d'aromantisme, d'asexualité, d'amitié. C'est hyper intéressant. J'ai trop aimé ces conversations-là. Et là, je travaille sur une série documentaire qui s'appelle À l'avant-poste et qui va porter sur les militantes féministes et comment elles travaillent sur Instagram. Okay. Donc ça va être intéressant là avec les dernières sorties de Zuckerberg et la politique de Meta. Qui rejoint celle de X, on rappelle. Donc l'absence de modération, etc. Exactement. Et comment on peut vraiment faire exister la lutte féministe sur Instagram, faire de la vulgarisation quand il y a de la censure, les algorithmes, tout ça. Il y a plein de sujets et je pense que ça va être intéressant aussi. J'ai hâte. Ok, nous aussi on a hâte. Peut-être que ça sera aussi diffusé sur le média du coup. Merci Judicaël, encore une fois. Merci infiniment et merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Derrière les Docs. N'oubliez pas que le média est ce type d'émission qui met en lumière le cinéma documentaire indépendant et engagé n'existerait pas sans vous. Chaque don, chaque abonnement, chaque partage ou like est primordial. Alors n'hésitez pas, faites des dons, abonnez-vous à partir de 5 € par mois. Il n'y a que de cette manière que l'on pourra se développer et être pérenne. Merci encore pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur le média et je vous dis à dimanche prochain.